La démarche qui est la nôtre, voilà, surtout elle intègre tout de suite la connaissance des objets à lire. Elle fait, ça c'est très important, elle fait entrer d'emblée dans la langue des écrits. Vous remarquerez que dans les préfaces de méthode, que je connais par méthode, on explique, je pense en particulier à Léo et Léa et à les deux auteurs merveilleuses, ces deux auteurs merveilleuses que sont Cuche et je ne sais plus qui. Cuche, ça frappe quelqu'un qui s'appelle Cuche. Et on a toujours envie de dire qu'elle manque pas d'air. Et pourtant, si. Bon, mais passons. Donc, Madame Cuche explique qu'il y a des petits textes, non, tout de même, il y a des petits textes, mais toujours très proches du langage des enfants. Bon, ben justement, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. On n'apprend pas à lire sur du langage proche du langage des enfants. On apprend à lire sur des écrits qui intéressent les enfants, qui font partie de leur univers, peut-être, ça c'est sûr, bien sûr, mais qui sont écrits en langue écrite. Et en vraie langue écrite, avec des subjonctifs, avec des subordonnés, avec du vocabulaire qu'ils ne connaissent pas et qu'ils adorent, car quand on lit à haute voix des textes littéraires ou poétiques, c'est pas pour qu'ils les comprennent, c'est pour qu'ils acquièrent la musique de cette langue. Et qu'ils découvrent des mots qu'on n'utilise jamais à l'oral. Et on s'aperçoit que les enfants, quand on utilise des mots extraordinaires, comme ça, hein, ils adorent ça. Les mots poétiques, les mots, c'est toujours ceux-là qui les accrochent et qu'ils aiment, donc autant en profiter. Voilà. Donc, elle installe d'emblée une conduite de lecture. Alors, une conduite de lecture adulte, tout de suite, qui est une conduite que je qualifie d'explorante et de raisonnante. Comment on lit quand on est un adulte? On lit en raisonnant en même temps qu'on lit. C'est-à-dire que non seulement on lit, on pense dans sa tête, et il y a quelque chose dans la tête qui vous dit si c'est plausible ou si ça ne l'est pas, si c'est possible ou si ça ne l'est pas. Et quand on lit, alors là aussi je raconte, ça c'est comment dirais-je, un petit TP qu'on peut faire en classe, une petite expérience rigolote qu'on peut faire avec les enfants ou les adultes, que je me suis même amusée à faire sur le blog, par-dessus le marché, qui est, on commence à lire, je ne sais pas si vous la connaissez, vous lisez un roman qui commence ainsi, Emma regardait les passagers qui montaient à bord. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Où elle est, Emma, d'après vous? Elle est sur un... Les passagers qui montaient à bord. Dans l'avion ou sur un quai de gare? Elle est ou dans un avion ou sur un paquebot. Même regardez les passagers qui montaient à bord, je pense qu'on l'imagine assez bien. Enfin, selon les uns ou les autres, c'est ça qu'on a dans la tête. Hein? Bon, et puis si on est très cultivé, on se dit, tiens, c'est peut-être une allusion à Emma Bovary. Bon, et donc, à ce moment-là, on pense que c'est vraiment un paquebot, sûrement. Bon. Et puis, on continue la lecture, et on trouve un peu plus loin, jetant un œil dans le rétroviseur. Là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, vous ne revenez pas en arrière. Mais ce qui se passe dans votre tête, c'est que vous dites, bon, ça ne peut pas être un paquebot, ni même un avion. C'est rare qu'il y ait un rétroviseur et qu'on puisse jeter un œil dedans. Donc, c'est pas ça. Et vous continuez, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous continuez votre lecture, et si vous continuez encore, et que vous trouviez, donc jetant un œil dans le rétroviseur, elle engagea le lourd véhicule sur le boulevard. Bon, ça y est, Emma n'est pas du tout Emma Bovary, alors c'est une autre, et elle conduit un autobus ou un autocar. Et puis c'est d'aujourd'hui, parce que le boulevard, il n'y en avait pas à cette époque. Bon, donc c'est ça, c'est lire, c'est donc raisonner pendant qu'on lit. C'est donc exactement le contraire du mécanisme. Et ça, c'est une des premières choses dont on a été convaincu. Il n'y a pas de mécanisme de lecture. Et alors, l'argument de nos adversaires et universitaires par-dessus le marché, moi, vraiment là, ça me fait vraiment tomber de la lune. Vous savez ce qu'ils répondent à ça? Ils disent, mais si, le mécanisme, ça permet d'économiser le travail, et donc ça libère le raisonnement qui pourra... Mais
ils ont appris, ils ont fait de la psychologie où ils l'ont trouvé, leur psychologie, ils l'ont trouvé dans la pochette surprise. Enfin, c'est invraisemblable. On sait très bien que le mécanisme, c'est un comportement qui existe sans le sujet. Donc, il est absolument il ne libère rien du tout. Au contraire, un mécanisme emprisonne. Quand on est dans le mécanique, on est fichu. On sait bien, par exemple, que les accidents de voiture arrivent fréquemment dans les endroits habituels, les endroits les plus familiers, parce que la conduite de la voiture devient mécanique, étant donné que l'endroit est. Et par conséquent, on n'a plus de vigilance sur ce qui peut se produire, parce qu'on est dans le mécanisme. Donc c'est une erreur, mais monumentale. Le mécanisme ne libère pas du tout le travail de la compréhension. Il le tue. Il le tue à l'avance, il l'empêche. Donc, ça, je crois que c'est... donc, une attitude explorante, raisonnante, avec des hypothèses, car ça aussi, c'est important. L'exemple de Emma qui observait les passagers montre bien que mes interprétations ne sont que des hypothèses et qui sont validées ou non par la suite. Ce qui veut dire aussi que quand on est arrêté dans la lecture, contrairement à ce que dit, disons, 2 enseignants sur 10, mais je suis gentil, il y en a plus que ça, il ne faut pas dire, vous ne comprenez pas, vous cherchez le sens. Mais, surtout pas. Je ne comprends pas tel mot, ben je continue, parce que 9 fois sur 10, c'est la suite qui va éclairer par rétroaction ce que je ne comprends pas pour le moment. Si j'arrête ma lecture pour ouvrir le dictionnaire, en plus le temps que je l'ouvre, que je sache le lire, que je trouve ce que je cherche, j'aurais complètement oublié la lecture. C'est complètement crétin. Enfin, ce conseil est d'une stupidité totale. Comme hélas, beaucoup d'autres. C'est pas le seul. Ça, c'est l'organisation que nous avions, qui a été mise au point par l'INRP, donc, vous voyez, dans les années, il y a longtemps, et là qu'on a, avec les collègues, que nous avons traduite de façon plus concrète et plus... Alors, c'était pour l'INRP, c'était la démarche de structuration, libération, structuration. La démarche d'organisation, libération, structuration. On a discuté dans les stages de l'expérience Rouchette. Ça date de l'expérience Rouchette, ça. On avait abondamment discuté, est-ce que les élèves doivent être libres comme chez Freinet? Non, il faut qu'ils soient structurés, etc. On s'était tombé d'accord sur le fait qu'il fallait partager le travail entre 2 moments, non pas faire classe avec cette succession de leçons qui caractérise le travail traditionnel, où je passe de la leçon de maths à la leçon de grammaire, à la leçon de ceci, à la leçon de cela, tout ça selon à peu près le même schéma, mais qu'il fallait partager le travail en 2 grandes séries de moments, des moments que j'appelle de pratique sociale de ce qu'on apprend, et qui sont, puisque c'est de la pratique sociale, qui sont transversaux aux disciplines. C'est ce qu'on appelle la pédagogie du projet. C'est-à-dire que quand on élabore ensemble des projets, ben on ne fait pas un projet en français ni un projet en maths. On fait un projet de production de quelque chose qui va mettre en jeu de la lecture, de l'écriture, des calculs, des recherches historiques ou géographiques, ou etc. Donc, ça, c'est très important que les enfants vivent ce genre de production, parce que c'est là qu'ils découvrent une chose capitale qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas trouvé à l'école, et qui les étonne quand ils arrivent au collège, c'est que les disciplines séparées, c'est pas des morceaux du réel. Les gamins s'imaginent qu'il y a le bout grammaire, il y a le bout géographie, le bout dans le réel, mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que la discipline? C'est pas un morceau du réel, c'est un point de vue sur le réel. Mais n'importe quelle situation peut être étudiée d'un point de vue linguistique, d'un point de vue historique, d'un point de vue géographique, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue mathématique, calculer les équations qui correspondent aux objets qui sont là, etc. etc. Donc, et ça, cette notion que les disciplines sont des points de vue, mais sur une réalité, le seul moyen de le faire vivre aux élèves, c'est de vivre des projets transdisciplinaires.
je dis bien trans, c'est-à-dire qui utilisent dans le projet, c'est pas mettre ensemble, comme ça avait été proposé timidement, mais quand il faut quelque chose de bien, il faut que ce soit timide et donc bousillé à l'avance. Les programmes de 2016 qui proposaient ces activités artificielles au possible, où on devait faire du français et des maths ensemble. Enfin, c'est complètement crétin, c'est pas ça. Je ne vais pas décider de faire un truc entre le français et le maths. Je vais décider, j'ai besoin de faire tel projet, et on s'aperçoit que ça demande de la lecture, de l'écriture et des maths, parce qu'il faut calculer, il y a des sous à dépenser, il y a parfois des choses de ce genre. Donc voilà. Alors, donc, les moments de pratique sociale, c'est ce qu'on appelle les situations fonctionnelles, parce qu'elles ont une fonction. Et je rappelle que fonctionnel, ça ne veut pas dire, ça ne s'oppose pas à de plaisir. Hein. Le plaisir est une fonction également. Situation de plaisir, c'est une situation fonctionnelle, dont la fonction est de faire plaisir. Bon. Mais ça s'oppose, les situations fonctionnelles s'opposent aux activités d'apprentissage. Il doit y avoir, alors on a beaucoup discuté sur la proportion, généralement dans les classes qui travaillent comme ça, ou qui ont travaillé comme ça, quand elles en avaient le droit, c'était 2 tiers, 1 tiers. On n'a jamais réussi à avoir moitié-moitié. Je pense que la structuration est quand même très importante et que c'est normal que ça soit peut-être 2 tiers, 1 tiers. Il y a 1 tiers de projets, mais au moins qu'il y ait des projets transversaux et des moments. Alors, les moments d'apprentissage proprement dit, qui doivent être clairs pour les élèves, c'est-à-dire que les élèves doivent savoir si on est en projet ou si on est en train d'apprendre. Et quand on est en projet, ce sont les élèves qui dirigent un petit peu par groupe, parce que c'est des équipes et qu'ils ont un planning qui a été élaboré, dont ils sont responsables. Quand on est en situation d'apprentissage, c'est le maître qui dirige. Et là aussi, quand on nous reproche, on dit « Ah, mais le maître devient un animateur de maison de la culture, de maison de la jeunesse. » Mais pas du tout. Je dirais que dans cette pédagogie, le maître travaille beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus. Parce que définir des situations problèmes pour construire des notions, pour acquérir tel ou tel savoir bien précis, ça demande un sérieux boulot. Et ça ne se fait pas avec des fiches. Bon, alors, je ne vais pas enfourner mon cheval anti-fiche, mais s'il y a une chose qui me met en colère et en rage, c'est les fiches. Et qui pullulent sur Internet, qui sont toutes, disons, 9 sur 10, complètement idiotes, complètement invraisemblablement fausses. Et puis c'est pas ça, faire la classe, c'est pas faire des fiches, c'est pas vrai. C'est travailler à construire une notion difficile ou à construire un savoir, ou un savoir opératoire, ou un savoir... C'est répondre à des questions. Hein. Comment on fait pour... C'est ça, un moment d'apprentissage. Comment on fait pour obtenir tel résultat? Ça va être un moment d'apprentissage opératoire, de savoir opératoire. Et puis, il y a des savoirs notionnels. On va construire la notion de... en grammaire, c'est que des notions qu'on a à construire et qu'on va dégager d'analyse de ce qu'on observe. Donc, et ça, c'est à travers des situations problèmes. Bien sûr, toujours menées en petits groupes. Jamais de travail individuel. On ne peut pas travailler seul, notamment à l'âge de l'école primaire. Si on travaille seul, si les enfants font du travail seul, ça veut dire qu'on souhaite une discrimination sociale. Car lorsque les enfants travaillent seuls, c'est le milieu auquel ils appartiennent qui travaille. Alors évidemment, et c'est doublement mauvais. D'abord parce que ça met de manière extrêmement injuste en difficulté ceux dont le milieu familial ne travaille pas, pour des raisons bien compréhensibles. Et ensuite, parce que c'est mauvais pour ceux qui savent le faire. Quand on me dit « Oh, mais cet enfant-là, il aime bien travailler tout seul parce qu'il y arrive. » Je dis justement, ça veut dire qu'il est en danger. Et on est, comme je dis souvent, on fait plus de mal, en tout cas autant de mal aux bons élèves qu'aux mauvais. Parce qu'on fait croire aux bons élèves qu'ils sont supérieurs, alors qu'ils n'ont rien de supérieur, ils ne sont absolument pas meilleurs que d'autres, ils ont simplement un peu plus de chance. Ils sont nés au bon endroit et ils se sont donné la peine de naître et rien de plus, comme a dit un célèbre monsieur
auquel je vous renvoie. Et j'ai horreur qu'on félicite le fils d'instit ou le fils d'avocat qui réussit. On dit, tu réussis, mais c'est normal. Toi, c'est normal que tu réussisses. Et puis tu devrais partager un peu ta réussite avec les autres, parce que si tu es si bien que ça, c'est grâce aux autres. Non seulement à ta famille, mais à tous les autres. Et notamment, si on, comme je le souhaite vivement, pour moi c'est essentiel, si on a créé un groupe classe solidaire, c'est-à-dire si on a fait en sorte que les enfants soient ensemble dans le groupe classe pour que tout le monde réussisse, et s'ils sont responsables chacun de la réussite de chacun des autres, là on va pouvoir trouver des choses. Et on aura vraiment gagné, parce que ce qui tue la pédagogie, c'est justement le travail individuel qui crée une compétition entre enfants, qui est ce qu'il y a de plus malsain, et qui est souvent, c'est très malsain, et qui est, cultivé souvent de façon extrêmement maladroite par des tas d'activités que je supplie de faire disparaître, comme par exemple voter pour le dessin qu'on va garder, voter pour le texte qui sera imprimé. Jamais, jamais, jamais on ne vote. D'abord, déjà, les adultes votent comme des cons, passez pour l'expérience, l'expression, mais les enfants encore bien plus. Quand vous leur demandez de voter, c'est absolument pas pour une production quelconque, c'est pour ou contre les gamins qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Donc, non, jamais, jamais, jamais. Si les enfants ont fait des dessins, on les prend tous. Et à égalité, et on ne se met pas à juger, celui-là est mieux que celui-là est moins bien. On prend tout. Sinon, maintenant, si on pense qu'il y en a qui ne sont pas très bien, alors deux choses une, ou bien les productions, on les jette après, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des créativités, on va pas. Quand vous faites une partie de ping-pong, vous ne la filmez pas. Enfin, je veux dire, encore qu'il y en a qui le font, mais enfin, ou une partie de bridge, c'est le plaisir de jouer. Quand on a fait un jeu, quand on a fait des jeux de créativité, vous savez qu'on a des textes sur des règles d'écriture marrantes, on rit de ce qu'on a produit et on le fiche à la poubelle. Si on ne veut pas qu'il aille à la poubelle, alors à ce moment-là, on travaille. C'est-à-dire qu'un texte qu'on a produit sur le coup ne peut pas être bon. Jamais. Donc, si on veut qu'il reste, on le travaille. Ça vaut le coup, oui. Et puis, on va l'ajouter à l'anthologie des productions de la classe, au petit recueil de poèmes qu'on est en train de bâtir, qui est un des projets. Et là, mais alors, on travaille. On les refait, on lit des textes, on s'inspire d'autres poètes, on va plus loin dans les règles d'écriture, etc., etc. Donc, quelle progression, quelle démarche, quel contenu? Alors, c'est là que j'enfourche mon dada anti-progression, mais j'en ai déjà un petit peu parlé. Je rappelle que la progression, donc, que l'enfant, c'est ça surtout qu'on oublie, c'est que le petit bébé qui vient au monde et qui construit des tas de savoirs, qui a commencé d'ailleurs à en construire dans le ventre de sa mère, mais qui construit des tas de savoirs, il est construit de quelle manière? En suivant l'ordre canonique de la logique la plus pure? Évidemment non. Il est construit en fonction de ses rencontres. Et je dirais que la progression, parce qu'on va voir comment je propose, conçoit rien. Comment je propose de travailler en détail, si on a le temps, si ça vous intéresse. J'explique que la seule progression possible, c'est la progression des rencontres faites. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va travailler sur les savoirs, alors les contenus d'apprentissage en vitesse, voilà tout ce qu'on a à apprendre. Apprendre à explorer un texte et à repérer les indices pertinents d'un texte. C'est la première chose à faire. Habituer les enfants à se servir de la mise en page, de la ponctuation. Et vous avez des petits bouchons qui, même dès l'école maternelle, sont capables de dire, là, il y a des gens qui parlent, parce qu'il y a des guillemets. Là, il y a... Voilà, c'est ça. Là, il y a un point d'interrogation. Bon. Et ça, c'est donc à les amener à formuler justement des hypothèses sur des indices perçus importants. Découvrir la notion de mot écrit. Je rappelle que, effectivement... Alors, tout ça n'est pas fait dans les méthodes
traditionnelle. Et comme on disait à table hier soir, la dyslexie, c'est le résultat de tout ce qui n'a pas été fait. Or, les méthodes syllabiques, c'est un abîme de carence. On ne fait rien de ce qu'il faut faire. On passe son temps à des choses complètement inutiles et on ne construit aucun des apprentissages dont les enfants ont besoin. Et il y en a, alors justement, parmi ceux-là, alors le fait que le mot, on dit on travaille avec la méthode syllabique, on travaille sur des mots, mais les enfants, ils ne connaissent pas les mots. Le mot enfant, aucun enfant ne l'a entendu. Ce que les enfants ont entendu, c'est mes enfants, des enfants insupportables, des enfants de la voisine, etc. Ça, mais le mot enfant, ils ne connaissent pas. Jamais, on ne l'entend pas. La langue française a ce site particulier qu'elle n'isole pas les mots à l'oral, contrairement à l'allemand, par exemple. À l'allemand, on sait quels sont les mots, parce qu'il y a un accent sur chaque mot. On peut faire remarquer aux élèves, d'ailleurs, je l'ai fait, et ils le remarquent, quand des élèves travaillent en allemand et en français, dans un dictionnaire d'allemand, les mots, vous savez, la syllabe en gras, la voyelle en gras qui est accentuée. Ça fait partie du mot. Dans le dictionnaire, vous le faites. Bon, il n'y a pas tout ça dans le français. Pourquoi? Parce que l'accent tonique ne fonctionne pas comme ça en français. L'accent tonique fonctionne sur ce qu'on appelle le groupe phonique, c'est-à-dire un groupe de syllabes prononcées d'une seule émission d'air. Et on a un accent tonique, mais qui frappe la dernière syllabe à voyelle prononcée du groupe phonique. Donc, et ce qui fait que le même mot en français peut être accentué ou pas accentué selon qu'il est en fin de groupe phonique ou pas en fin de groupe phonique. Si je dis demain j'irai me promener, j'ai deux accents toniques, demain et puis promener. Mais si je dis j'irai me promener demain, eh bien là, promener n'a plus d'accent. Et donc, encore une fois, un enfant étranger habitué à entendre les accents toniques ne reconnaîtra pas le mot. Et ce ne sera pas de l'inattention de sa part. Mais on l'a appris, voyons. Mais non, on n'a pas ce qu'on a appris. Bon. Donc, il faut travailler là-dessus. Alors moi, je travaille là-dessus en général avec les chansons qu'ils ont apprises et en regardant les paroles. La première fois qu'on a travaillé là-dessus, c'était avec sur le pont d'Avignon. La maîtresse avait enseigné aux gamins. Donc, ils chantaient sur le pont d'Avignon, ni danse, ni danse. Et on leur distribue les paroles. Et vous regardez. Alors, c'est là, et il y a eu cette remarque, mais les enfants sont adorables. Hein. Ils disent toujours ce que vous attendez qu'ils disent. Ça. Ils sont extraordinaires. Il n'y a jamais rien. Moi, un enfant, je suis toujours en béate d'admiration. Je trouve qu'ils vont toujours plus haut que ce qu'on croit. Et tous ceux qui les rabaissent tout le temps, disant ils sont petits, on ne va pas les embêter, t'en fous. Plus vous grimpez la barre et plus ils sont contents et plus ils sont heureux. Et donc les gamins ont dit ça c'est marrant. Il y en a un qui a dit ça c'est marrant, regarde l'enfant. Parce que nous on dit sur le pont d'Avignon, il n'y a qu'un seul truc. Et puis là, il y a plein de paquets. Il y a des paquets de lettres séparés. Et c'est vrai que les paquets de lettres séparés, je ne peux pas deviner qu'ils existent si je chante sur le pont d'Avignon. Et il n'y a absolument rien qui me permet de penser que sur le pont, tout ça c'est des mots isolés, absolument pas. C'est l'écrit. Donc on va découvrir cette grande différence. Et en plus, ça les amuse, les enfants. C'est des choses amusantes. Ça permet aussi de faire des séances qui font plaisir, où on sourit. Vous avez remarqué comme on ne rit pas en classe. Moi, je prépare des étudiants encore au CRPE, donc je donne des devoirs. Et je donne souvent, parce que pour moi, la rigolade, c'est essentiel, donc je donne souvent des textes humoristiques. Mais écoutez, je reçois des copies d'un triste. On a l'impression qu'ils sont complètement oubliés. Dès l'instant qu'on est dans l'école, on oublie de rire. Hein, et quand je dis, mais enfin, vous préparez telle leçon, vous ne voyez pas que ça va être drôle? Bon, et alors, fallait le dire? Bon, c'est très, très curieux. Ça m'étonne. C'est vrai que j'ai une preuve que l'école ne fait pas rire, car je possède encadré chez moi un billet de colle obtenu par une de mes filles au collège,
et qui est ainsi rédigé. À 2 heures de colle pour avoir persisté à rire, non, malgré un avertissement bien précisé, à persister à rire pendant l'heure d'études. Je trouve que c'est une école qui punit parce qu'on a persisté à rire. Je trouve que c'est superbe. C'est plus beau que ce qu'on peut imaginer. Bon, et même chose, on va découvrir dans les textes, on va explorer les textes. Et là, les enfants vont voir, si on les a habitués à regarder la ponctuation, ils vont voir qu'il y a des points réguliers. Et puis qu'après le point, il y a une majuscule. Bon, donc c'est la notion de phrase. Alors ça aussi, la phrase, ça n'existe pas à l'oral. Et quand j'entends des théories sur l'intonation de la phrase française, mais crétin, c'est pas vrai. Il n'y a pas de phrase à l'oral. À l'oral, c'est jamais des phrases. Ce sont des bouts. Vous avez qu'à écouter. Si vous avez enregistré ce que j'ai dit, vous verrez que c'est illisible si on le traduit à l'écrit tel quel. Absolument illisible. Parce que justement, ce ne sont pas des phrases. Ce sont comment est-ce qu'on appelle ça, des séquences de mots qui rebondissent les uns sur les autres. Mais il n'y a rien qui ressemble à une phrase. La fameuse mélodie de la phrase, c'est pour la lecture à haute voix. Oui, ça, d'accord, quand on lit de l'écrit à haute voix, on est obligé d'avoir une certaine intonation qui ne peut pas être l'intonation parlée. Parce qu'à l'oral, c'est pas du tout comme ça. Et puis alors, bien sûr, il y a le gros morceau, là, le gros morceau de l'apprentissage du travail sur la langue, qui sont les caractéristiques spécifiques des signes graphiques, des mots, c'est-à-dire l'arbitraire du signe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'arbitraire du signe ? C'est grand-papa Saussure qui nous a expliqué ça très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les mots qui signifient sont composés... Non, ça c'est la double articulation dans le cas. Ça veut dire que les mots, l'arbitraire du signe, ça veut dire que les mots ne ressemblent pas à ce qu'ils veulent dire. Or, pour un petit, c'est Emilia Ferrero qui l'a démontré, les petits considèrent que les mots doivent ressembler à ce qu'ils veulent dire. Là, par exemple, les enfants sont toujours étonnés que le mot qui désigne les bébés des animaux soit des mots plus longs que le nom de leur papa. Voilà. Ça, c'est une grande surprise. Voilà. Parce que pour l'enfant, le mot ressemble à ce qu'il veut dire. Et il faut savoir justement ce que c'est pour l'enfant. Pour l'enfant, chaque lettre, les enfants n'ont pas du tout l'idée que les lettres ont besoin d'être assemblées. Pour eux, chaque lettre signifie le mot tout entier. C'est comme ça que ma première petite fille, qui s'appelle Elsa, a clamé un jour toute fière en voyant SO dans une station-service. « Ah ben là, il parle de moi !» a-t-elle dit. Sans du tout s'en étonner d'ailleurs. Ça en dit long. Enfin, c'est tout à fait normal qu'on parle d'elle dans la station-service. Ben oui, parce qu'il y avait un E, il y avait un S, bon, ben, ça fait Elsa. Si vous demandez aux enfants qui savent très bien reconnaître Toulouse de chercher le mot de Toulouse dans le journal, ben ils vont vous souligner des Toulons en pagaille. Parce que pour eux, c'est la même chose. Et là aussi, on n'a pas à s'énerver ou aller houspiller. Enfin, tu vois pas que c'est... Mais pour eux, c'est en trop. Toulon, Toulouse, c'est pareil. Il y en a plus pour Toulouse, mais comme ça, c'est durable, quoi. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, il y a tout ça à découvrir, qui n'est évidemment pas découvert avec les méthodes, puisque les méthodes présentent ça comme évident. Chaque fois qu'on donne comme évident quelque chose à un enfant, on l'empêche de l'apprendre. Ça, il faut bien savoir. Hein. Ça, si c'est évident pour lui, si on lui donne du tout fait, il n'apprendra pas. C'est d'ailleurs l'erreur, entre autres, on pourrait parler de ça aussi, des programmes d'histoire qui prétendent qu'il faut étudier l'histoire selon l'ordre chronologique. Non, mais là aussi, ils sont tombés sur la tête quand même de dire une chose pareille. Parce que c'est pas un ordre chronologique. Parce que si c'est un ordre chronologique, on doit commencer au commencement. Alors, c'est quoi le commencement en histoire? C'est le Big Bang. Il faut commencer au Big Bang. Et quand ils disent qu'on commence avec les Gaulois, enfin, non, on raconte que des salades aux gosses, c'est incroyable. Et après, on va les houspiller parce que c'est pas clair ce qu'on leur dit. La chronologie, si on la donne, les enfants ne l'auront jamais. La chronologie, elle est à construire. Et de fait, surtout maintenant, avec la télé,
Enfin, vous imaginez les savoirs historiques qu'ils acquièrent dans le plus parfait désordre. Et je vois un film sur François Ier, et j'en vois un autre sur Louis-Philippe, et j'en vois un autre sur... Et tout ça, c'est dans le désordre. Et c'est la vie, c'est comme ça la vie. Les rencontres, elles ne sont pas chronologiques, elles ne sont pas logiques, elles ne sont pas ordonnées. L'ordre, il vient du sujet qui apprend, du sujet qui les reçoit. C'est dans cet ordre-là. Et l'histoire, on s'est battu en 68 pour que l'histoire aille en remontant, et non pas comme elle est. C'est-à-dire qu'on parte avec les petits de l'histoire des parents, de l'histoire des grands-parents, de l'histoire, etc. Et qu'on remonte comme ça dans le temps pour qu'ils construisent. C'est le seul moyen qu'ils fassent quelque chose. Mais moi, je vois bien, enfin bon, quand on fait le Moyen-Âge, je ne sais plus, c'est en 5e qu'on fait le Moyen-Âge, si je ne me trompe, mais ils s'en foutent du Moyen-Âge. Comment voulez-vous intéresser des gamins de 5e sur le Moyen-Âge? Enfin, c'est ahurissant qu'on les fasse suer comme ça par des tas de trucs dont ils acquièrent plus le dégoût qu'autre chose, quoi. Ils s'ennuient. Ça, je connais des AVS qui se payent tous les cours de collège et qui disent qu'elles ne comprennent pas comment les enfants ne sont pas tous devenus malades, tellement on s'ennuie. Il y a des cours où c'est mortel, mais mortel. Voilà. Bon, alors donc, l'arbitrage-signe, le rôle de l'ordre des lettres, ça c'est capital. Et pour un enfant, c'est pareil. L'ordre lion et loin, pour eux, c'est le même mot. Spontanément, c'est le même mot. Donc, il faut travailler sur les anagrammes. Alors, justement, l'exemple que j'ai découvert, et autre chose, la différence sont lettres. Et là aussi, ça va complètement contre les préconisations officielles, qui, vous le savez, parmi toutes les sottises qu'on vous impose, mais il faut résister à choisir aux collègues. Ne faites pas ce qu'on vous demande de faire. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu la résistance, donc je sais que si on est tout seul à résister, on sera tué. Si on est nombreux à résister, on y arrivera. Mais les évaluations CP, mais il faut les refuser, il ne faut pas les faire. C'est criminel de les faire. Donc, vous ne les faites pas. Merci. Ah. Mais c'est vrai. Et puis, il faut être nombreux. Et puis, parce qu'effectivement, les inspecteurs vont vous tomber dessus. Ça, c'est certain. Il y aura des tas d'ennuis. Mais bon, mais il faut affronter ça. Pendant l'occupation, on affrontait la mort. Hein, c'était encore pire. Donc, je dirais que... Et puis, il n'y a que le nombre qui permettra. Ça, c'est des choses absolument... Alors, oui, donc dans toutes les sottises, on dit qu'il faut prononcer, il faut donner le nom des lettres avec le son qui est le leur. Donc, on va parler du peu, du que, du te. Hein, alors qu'il ne faut surtout pas que les enfants confondent le son et la lettre. C'est pour ça qu'il faut absolument utiliser l'alphabet phonétique international, mais alors d'une manière pas du tout scientifique. Hein. Il ne s'agit pas d'être rigoureux, non, pas du tout. Mais il s'agit de ne jamais utiliser des lettres pour traduire des sons. L'exemple concret que je voulais vous montrer, c'est celui-là. C'est un travail qu'on a fait réellement. Bon, alors, on avait lu, c'est un conte, le conte du petit lion, qu'on a lu au CP en une seule fois, hein, bien entendu. Il n'est pas question de lire ça morceau par morceau. On explore en entier, on fait ce qu'on appelle le moment de lecture découverte. Avec la lecture découverte, c'est toujours bâti à peu près de la même manière. On propose le texte entier, bien entendu. Ensemble, un travail collectif. On l'affiche en grand au tableau, les gamins sont autour, ils disent ce qu'ils voient, de quoi ça a l'air de parler. Là, par exemple, on dit, qu'est-ce que c'est comme à votre avis, qu'est-ce que j'ai mis là au tableau? Et les gamins disent, oh, ça c'est un conte, parce qu'il y a un éléphant, il y a un lion et il a un costume, donc c'est forcément un conte, hein, parce que c'est rare que les lions aient un costume, 3 pièces. Donc c'est un conte, bon, très bien, etc. Bon, on explore. Et puis on demande aux enfants de dire tout ce qu'ils peuvent dire avec leurs moyens. D'une part collectivement, puis en petits groupes. C'est-à-dire qu'après, on avait donné une page à chaque groupe, et vous explorez en détail chaque page, là, et vous essayez de dire tout ce que vous trouvez, tout ce que vous formulez des hypothèses. Et ensuite, échange en grand groupe. Et l'échange en grand groupe est terminé par la lecture à haute voix de l'enseignant.
Et alors, contrairement à ce qui s'était passé un jour où on faisait ça avec une lecture d'affiche, et où la maîtresse venait de dire ce qui était écrit, puisque les enfants nettoyaient tas de choses, mais pas tout, elle disait donc s'ils n'avaient pas trouvé. Et j'avais un normalien à côté de moi qui se penche vers moi et qui dit bah, la leçon est finie. Je dis pas du tout, elle commence. Parce que c'est au moment où les enfants savent enfin ce qui est écrit qu'on va réfléchir sur ce que ça veut dire. Si c'est intéressant, si c'est vrai, si ça apporte quelque chose, si ça nous fait rire, si ça nous émeut, etc. Et on va faire ce qu'on appelle, toute lecture doit se terminer par ce qu'on appelle pompeusement le débat participatif, qui est essentiel. On ne doit jamais arrêter une lecture sans un débat participatif. Qu'est-ce qu'on a tiré de ce texte? Est-ce que ça valait le coup de le lire? Parce que le problème de la lecture, entre parenthèses, c'est qu'on ne lit pas ce qu'on aime, contrairement à ce que disent les gens. C'est qu'il faut, il faut avoir lu pour savoir si on va aimer ou pas aimer. C'est-à-dire que lire, en plus, c'est une aventure. C'est qu'on ne sait pas si on aimera ça. Donc, il faut lire d'abord. Et je dis, oui, mais alors quelquefois, on lit des choses et qu'on n'a pas aimé. On a perdu son temps. Enfin, je ne dis pas du tout. Quand on a lu quelque chose qu'on n'a pas aimé, on a gagné un droit très, très, très agréable. C'est celui d'avoir le droit d'en dire du mal. Parce que vous n'avez le droit de dire du mal d'un texte que si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, hein, taisez-vous. Il y a pas mal de gens qui pourraient réfléchir à ça, parce que ce n'est pas une règle qu'on se donne toujours. Alors, quand les gens disent « Ah, mais moi, je ne lis que ce que j'aime bah, », comment tu sais que tu vas l'aimer? Enfin, tu as un voyant avec toi qui te le précise. C'est ridicule. Bien sûr, il faut lire. Il faut lire d'abord. Après, on dit « Ah, bah ça, et bah ça, je vais le relire. » Parce que oui. Et puis, en plus, lire, c'est relire. C'est ça qui est très important. Alors, comment on a travaillé? Donc, on a fait une lecture, la lecture découverte. Enfin, je vais prendre l'autre côté. Et qu'est-ce qu'on a fait après la lecture découverte? On a fait sur ce texte, parce que c'est comme ça qu'on travaille, on lit un texte et c'est sur lui qu'on va travailler le code, ce qu'on appelle bêtement le code, alors que c'est tout ce qu'on veut sauf un code, et que c'est pas ça du tout en fait. C'est tout ce qui caractérise la langue écrite. Donc, on a travaillé sur l'importance de l'ordre des lettres dans le mot, on a travaillé sur la relation lettres-sons, mais attention, non pas pour savoir quels sont les sons qui correspondent aux lettres, mais pour découvrir que c'est jamais le même, et que les lettres en ont plusieurs. Vous allez voir. On a fait un bilan sur à quoi sert la lettre S. Alors moi, j'aime bien cette manière de cette question, que ce soit pour l'orthographe ou même pour la lecture, c'est découvrir que chaque langue utilise son alphabet à sa façon, c'est-à-dire affecte les lettres de rôle qui ne sont pas les mêmes d'une langue à une autre et qu'il faut connaître. Par exemple, la lettre S, bon, bah, c'est vrai, c'est une lettre, comme disaient mes petits bouchons de CP, c'est une lettre baladeuse. Alors, il y a des lettres baladeuses, parce qu'il y a des mots, hein, on les voit quelquefois avec le S, et puis quelquefois sans le S. Donc, le S se promène comme ça. Et ben voilà, et ben on va savoir pourquoi le S se promène. C'est-à-dire qu'au lieu de leur dire, on va apprendre comment on met le pluriel, s'il y a une question qui est idiote, car personne jamais n'a mis le pluriel nulle part. Vous imaginez le gars qui dit « Ah mon Dieu, il faut que je mette le pluriel. C'est quoi déjà? C'est comment déjà le pluriel ?» C'est jamais comme ça que ça se pose. Jamais. Donc c'est les lettres, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est la lettre qui va marquer le pluriel, justement? En français, c'est souvent le S. En allemand, c'est autre chose. Et le S, il ne sert pas du tout à ça. Bon, etc., etc. Et puis alors, on a même été jusqu'à l'orthographe, en CP, avec la relation sujet-verbe. Alors, je vais vous donner, là aussi, vous montrer comment on a posé le problème. Non, ça. Voilà. Alors, par exemple, pour l'importance de l'ordre des lettres, le travail a démarré, la maîtresse avait écrit en grand au tableau ce petit texte en soulignant les mots. Alors, c'est un petit texte là qu'elle avait réécrit à partir du conte, qui résume le conte. Le petit lion est parti loin de chez lui, tout seul et très triste, mais un petit singe lui a fait signe. Bon, ça a été une occasion, alors les enfants ont dit tout ça, ah oui, on reconnaît, c'est l'histoire du petit lion. Bon, c'est l'histoire du petit lion, mais c'est pas
la phrase du texte. On ne la trouve pas dans le texte. C'est moi qui l'ai écrit, a dit la maîtresse. Alors, vous allez regarder par exemple les 2 premiers mots qui sont soulignés et vous allez me dire, vous vous souvenez ce que c'est? Alors oui, ça c'est Lyon et ça c'est loin. Bon, il était parti loin. Bon, allez, vous les regardez et vous dites ce que vous remarquez. Les enfants disent, ah bah oui, mais ils ont les mêmes lettres, mais elles ne sont pas dans le même ordre. Moralité, si l'ordre change, le sens du mot change. Voilà ce qu'on découvre. Et ça, c'est quelque chose que les enfants ne savent absolument pas. Alors après, une fois qu'on a discuté on leur a fait trouver toujours un petit groupe pour Lyon et loin, ensuite on leur a demandé, deuxième consigne, de chercher dans les autres mots soulignés s'il y a la même chose, s'il y a des mots qui vont par 2. Et alors ce qui est drôle, c'est que singe et cygne, ça ils l'ont trouvé tout de suite, mais et ami, ça ils ont mis du temps. Parce que c'est pas la première lettre, exactement. Voilà. Donc, donc, vous voyez comment. Et alors, à chaque fois, le travail, la séance se termine par un récapitulatif sous l'autorité, sous la direction de l'enseignant, qui est écrit, hein, où on dégage une règle de ce qu'on vient d'apprendre. Et ce qu'on vient d'apprendre au CP, on ne va pas leur faire écrire parce que ça va être tout un bazar au début. La maîtresse l'a écrit et ce sera collé dans leur cahier, dans leur cahier de ressources pour lire et pour écrire. Voilà. Autre séance. Alors, pour la relation lettres-son, alors vous voyez toujours le même système. Là, ils avançaient bien, ils commençaient à le connaître très très bien, le texte. Je vais souligner les mots suivants, vous voyez, 7, lionceau, etc. Qu'est-ce qu'il y avait encore? S'amuser. Alors, on avait associé la lettre S et la lettre C pour qu'ils découvrent à quel son ces lettres correspondaient selon les mots. Et de là, on est passé à quoi sert la lettre S, une autre séance, à propos de laquelle, vous voyez, on a souligné toute une série de mots, et on leur a proposé, voilà, un tableau. Moi j'adore ces tableaux à double entrée, des diagrammes de Carroll, bien connu d'une certaine époque, mais je trouve que ça reste un travail tout à fait intéressant qui permet aux enfants de justement bien distinguer. On leur donne le tableau fait ainsi, présenté ainsi. Je vois la lettre S, je ne vois pas la lettre S. Et en plus, il y a un travail. Ce travail-là, la maîtresse s'était amusée. On était tombé par hasard, comme souvent il faut utiliser le hasard en classe. On était tombé par hasard sur les acrobaties. Pas par hasard. On avait repris dans le conte le petit singe qui faisait des acrobaties. Et en demandant aux enfants, est-ce qu'on aurait pu mettre ce mot-là, les acrobaties, ils avaient adoré, ils trouvaient que c'était un mot, un joli mot en plus, et puis ça, qui faisait image pour eux, ça leur plaisait bien. Dans les acrobaties, est-ce qu'on aurait pu le mettre? Elle dit oui, on pourrait le mettre dans la série des mots où on entend ça, mais où on ne voit pas du tout, alors là, pas du tout la lettre S, ni même la lettre C. C'est encore une autre lettre qui peut traduire le sens. Et alors là, à ce moment-là, moi je suis d'accord pour qu'on travaille là-dessus. Parce que ça veut dire, parce que qu'est-ce que ça va déclencher? Ça va déclencher l'habitude de se dire, on ne peut pas deviner. J'entends ça, mais je ne peux pas savoir comment ça s'écrit si je ne connais pas le mot. Moralité, je cherche. Et donc ça va de pair avec un entraînement à la recherche du dictionnaire dès le CE, dès qu'il commence à bien se débrouiller en lecture, dès le CE1, CE2, on va commencer à s'entraîner à lire le dictionnaire et à savoir chercher dedans. Parce que je me suis aperçue, là aussi, notamment avec mon travail avec des adultes, et souvent je travaillais beaucoup avec des adultes en difficulté aussi, notamment en difficulté orthographique, que si on donne la maîtrise de l'utilisation du dictionnaire, vous faites disparaître les 3/4 des erreurs d'orthographe chez les gens. C'est par le dictionnaire qu'il faut passer. Il ne faut pas passer par des cours sur l'orthographe. Quand vous avez des adultes en perdition orthographique, ou des jeunes qui ne font pas de boulot ou parce qu'ils se présentent au CRPE et ils font... j'en ai reçu une copie comme ça. Il y a 4 erreurs par ligne et elle se présente au CRPE. Alors je vais expliquer que la pauvre, si elle ne fait pas quelque chose rapidement pour son orthographe, ça alors au CRPE,
elle ne passera pas. Hein. Elle pourra dire les choses les plus géniales de la Terre avec une orthographe par terre. Impossible, ça, elle ne l'aura jamais. Bon. Donc c'est ça qui est. Alors, or, elle n'est pas bête, je suis sûre, elle aime les enfants, je suis sûre qu'elle ferait des choses bien. Mais voilà, il faut absolument la sortir de cette détresse orthographique. Et ça, il y en a beaucoup, parce que comme l'orthographe est enseignée en dépit du bon sens, que ce n'est pas la dictée quotidienne qui va arranger les choses, vous le savez bien, elle n'arrangera pas maintenant, pas plus qu'elle a arrangé dans le passé, et que ce n'est pas possible. Une dictée ne peut pas enseigner l'orthographe, puisque une dictée invite à faire des erreurs. Donc, je ne vois pas comment elle pourrait apprendre l'orthographe. Vous avez déjà des adultes qui sont en perdition orthographique. Or, je suis désolée, dans la société, alors là aussi je les étonne beaucoup, parce que je leur dis, mais l'orthographe, c'est pas pour faire bien, on met l'orthographe, c'est pour faire souhait, d'ailleurs. C'est de la politesse. C'est pour se faire comprendre. C'est pour faciliter la lecture de celui qui va vous lire. Bon, et c'est un acte de politesse. Et écrire n'importe comment, c'est pour ça que je ne supporte pas qu'on laisse les enfants écrire n'importe comment. Même dès qu'ils commencent à écrire, moi je veux qu'il y ait le dictionnaire à côté d'eux et qu'on cherche. Mais corriger l'orthographe, c'est idiot, c'est trop tard. C'est avant. C'est avant qu'il faut agir. La correction, de façon générale, ne sert à rien. On a fait des trémolos pendant des siècles sur « Ah, la correction, c'est le meilleur moment, tatatoum, tatatoum ». C'est archi faux. La correction, c'est le moment qui fait suer les élèves, parce qu'ils ont, et je me souviens, moi, ce que je pensais, quand j'étais enfant, c'est fini, un devoir qui est noté. Ben, on n'y touche plus, il est noté, donc c'est fini. Ça, je suis désolée, il ne fallait pas noter. Si vous voulez qu'on travaille dessus, il ne fallait pas noter. Il fallait ouvrir la porte et retravailler. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas de la correction, on retravaillait le premier jet qui a été produit. Et on notera quand ça sera fini. Mais, donc, une fois que rendre les copies, après tout un discours sur le fait qu'ils n'ont rien compris, etc., et qu'on va se mettre à corriger, c'est ça qui transforme l'école en cauchemar. C'est ça qui empêche le sentiment de sécurité. C'est des trucs comme ça. J'ai fait comme ça un jour la liste de tous les trucs inutiles et dangereux qui se passent en classe. À commencer par l'interrogation au tableau, qui est quelque chose d'horrible. C'est le pilori scolaire. S'il y a une chose, ça ne sert à rien. Ça ne n'aide en rien l'instit sur ce que savent les élèves. Ça encourage la moquerie malsaine des autres. C'est ignoble. C'est vraiment de la torture. Et alors, je sais bien pourquoi on le fait tellement, parce que ça occupe le temps. Merveilleux. Pendant qu'on interroge au tableau, ça prend un temps fou. Puis il n'y a pas besoin de préparer. C'est comme la dictée. C'est formidable. Pourquoi ça n'a pas besoin de préparer? Donc, allez, la dictée du lundi matin, vous connaissez. On l'a tous fait. Ou l'interrogation écrite surprise du lundi matin, qui va permettre de trouver quelque chose à dire après. Bon, alors, il y a une dernière chose, puis on s'arrête, que je voulais vous montrer. Oui, là, oui, si vous voulez, comment on avait travaillé sur la relation sujet-verbe avec les îles du texte, sur un petit paragraphe, avec les îles du texte, sur un petit paragraphe. Les enfants, on avait souligné, on avait entouré tous les îles, avec un S et sans S, et la consigne, c'était de regarder le mot qui est à côté. Alors, bien non, j'avais choisi les exemples où la consigne marchait, c'est-à-dire où le verbe était bien à côté. Et de faire des constats. Et donc, les enfants ont découvert. Alors après, on a fait le contre-exemple. Donc, si je mets tel verbe avec un NT au bout, par exemple, comment je vais écrire il? Ah, ils sont tous su à la fin. Alors, on mettra un S à il. S'il y a un NT au verbe, et j'aime bien qu'on voit ça dans ce sens-là. C'est parce qu'il y a le verbe à ENT que je suppose qu'il faut mettre il au pluriel. Et c'est toujours c'est plus facile pour les enfants à travailler de cette manière, plutôt que de trouver comment on va écrire le verbe si il y a il au pluriel. C'est toujours beaucoup plus embêtant pour eux.
Donc voilà. Et puis, bon, deux mots, et c'est tout, et on arrêtera, sur après le CP. Parce que je pense que c'est quand même... Voilà. Là, on n'a pas le temps de développer. Mais dans le bouquin, je développe abondamment, et je donne beaucoup d'exemples. Tout ce qu'il y a à apprendre après le CP, au cycle 3 et 4, il y a apprendre à lire à haute voix. Alors là aussi, je vous signale que la lecture à haute voix est une activité extrêmement difficile, qui n'a rien à voir avec l'oralisation, et que l'oralisation du CP gêne. C'est-à-dire que quand on a appris aux enfants à oraliser, alors quelle différence y a-t-il entre l'oralisation et la lecture à haute voix? Ça se voit, je dirais que ça se voit. Quand un enfant oralise, il dit au fur et à mesure ce qu'il voit, écrit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne comprend pas, parce qu'il est rivé sur ce qu'il doit dire. Hein, bon. Alors que quand quelqu'un lit à haute voix, ses yeux marchent avant sa bouche. C'est-à-dire que les yeux, quelqu'un qui lit à haute voix, qui sait lire à haute voix, mais il n'y en a pas beaucoup. Les adultes ne savent pas lire à haute voix. Hein, en général, on lit à haute voix le dé dans son bouquin, et ça veut dire qu'on ne sait pas lire à haute voix, qu'on n'a pas appris à lire à haute voix. La vraie lecture à haute voix, les yeux mémorisent à court terme ce qu'ils viennent de lire et le disent en regardant les auditeurs, car lire à haute voix, c'est communiquer oralement sa lecture. Ce n'est pas une situation de lecture. C'est une situation de communication orale de la lecture. Et c'est la partie de l'oral la plus difficile de toutes, parce que justement, il faut regarder ses auditeurs. Quand on lit à haute voix, on doit regarder ses auditeurs. Dès l'instant qu'on s'adresse à eux, c'est la politesse. D'où évidemment, ma jubilation à dire que l'école enseigne l'impolitesse. Parce que faire lire à haute voix un enfant assis à sa table, pendant que les autres suivent des yeux, non seulement c'est idiot parce que les yeux ne font pas à la même vitesse que la parole et c'est pas possible de suivre, mais ensuite c'est impoli. Parce qu'il y en a un qui lit à haute voix et personne ne le regarde. C'est scandaleux. C'est vraiment c'est grave. Donc quand on veut que quelqu'un essaye de lire à haute voix, d'abord il doit se lever de sa place, il vient au tableau ou au bureau, et les autres ferment le bouquin. On ne suit pas des yeux pendant que quelqu'un lit à haute voix. C'est impoli. On ne fait pas autre chose pendant que quelqu'un parle. Moi, je suis toujours stupéfaite de voir des profs qui voient que les élèves sont en train de faire leur courrier, de faire toute autre chose, etc., et qui continuent leur cours. Ça, moi, ça m'a toujours... comme me disaient mes normaliens, ils me disaient toi, Charmeux, t'es emmerdante parce qu'on ne peut pas faire autre chose pendant tes cours. Parce que comme je suis toujours debout, je vois. Et donc, quand je voyais dans la période de 68 et quelques, là, je voyais apparaître Libération sur une table. Je disais, très bien de lire Libération, mais pas maintenant. Tu me le ranges. Bon, c'est pas le moment. Moi, je cause. Bon, donc, on m'écoute. Et on me regarde. Voilà. Bon. Voilà, donc alors il y a ça, alors varier ses conduites. Donc, alors, le travail, c'est apprendre à varier les conduites, donc finement, analyser et rapidement, apprendre à maîtriser la quantité. Car quand mes collègues disaient devant les outils que je leur proposais, ou les bouquins, faut lire tout ça, qu'est-ce que j'ai entendu ça? Oh, tu veux qu'on lise tout ça? Évidemment, il faut que lire tout ça. J'en ai besoin. Bon. C'est vrai que les adultes que nous sommes, nous ne maîtrisons pas la quantité. Certains y arrivent très bien, mais d'autres absolument pas. Il y en a qui sont découragés au bout de quelques pages de lecture. Puis on sait bien que si on lit un roman, si on ne l'a pas lu en une semaine, vous savez comme moi qu'on ne le finira jamais. Ça, c'est une règle absolue. Un bouquin, ça se lit en une semaine, sinon... C'est pour ça que travailler, par exemple, sur un roman au cycle 3, sur je ne sais pas combien de temps, c'est monumental. Absolument pas. On doit travailler, on doit lire, connaître la fin de l'histoire tout de suite. Tout de suite. Là, je vous renvoie à Pénac. Et la manière de... Et je m'en sers beaucoup. C'est-à-dire que pour dédramatiser la quantité, il faut habitué à relire avec des points de vue différents.
Et en général, quand on lit un roman, on a envie de savoir comment ça finit. Ça, c'est la lecture numéro 1. C'est la moins intéressante de toutes, mais c'est celle qui urge. On a vraiment besoin de savoir comment ça finit. Donc, on saute. Et on a bien raison. Il n'est pas question de lire, on saute tout ce qui vous embête. Hein, quand vous lisez du Hugo, par exemple, quand il se lance dans des trames de diversion historique, j'ai envie qu'on passe. Bon. Mais pour savoir comment ça finit. Là, ouf, ça y est, on sait comment ça finit. Alors du coup, on peut y revenir. On peut y revenir. Et là, on a envie d'y revenir, parce qu'on est débarrassé de cette espèce d'envie bébête de savoir comment ça finit. Et ça aussi, c'est une idée encastrée dans la tête des gens, mais qui est fausse. Qu'il ne faut pas savoir comment ça finit, que ça gâcherait le plaisir. Vous savez, même Henri-Georges Clouzot, vous savez, l'auteur du film Les Diaboliques, je ne sais pas si vous avez vu Les Diaboliques, il ne voulait pas qu'on dise aux gens comment ça se finissait. Bon, qu'on leur dise, effectivement, c'est idiot, mais moi, c'est un film que j'ai vu peut-être 20 fois. Donc je sais comment ça finit, la belle lurette, que c'est fini, mais c'est un régal. C'est un régal à chaque fois, parce qu'à ce moment-là, et c'est ça, et là on est à ce moment-là dans ce qu'on appelle, dans ce que j'appelle la lecture littéraire, c'est-à-dire que c'est la lecture de l'écriture. Lire comment c'est fait. Et c'est ça le vrai plaisir de la lecture, pour parler du plaisir. Le vrai plaisir de la lecture, c'est de voir comment c'est fait, comment c'est dit. Et non seulement pour les textes littéraires et poétiques, mais aussi pour les textes de réflexion. Quand vous lisez, moi je ne sais pas si, là aussi je l'aime tellement que je l'ai mis dans le bouquin, quand la fameuse querelle, je ne sais pas si vous l'avez lu, entre Robert Redeker du Figaro, il y a eu un article du Figaro traitant les pédagogistes, dont Mérieux, moi et d'autres de tous les noms, et Philippe, ça s'est passé en 2008, et Philippe a répondu, comme il était attaqué directement, il a répondu à quand vous lisez l'article de Redeker et la réponse de Mérieux, c'est un régal que d'analyser les tempéraments des deux hommes et la manière dont ils argumentent. Redeker, qui attaque, n'utilise que des arguments affectifs. C'est pas des arguments, des affirmations qui font peur, qui font mouche. Hein. L'école devient le lieu de n'importe quoi, etc., etc. Et puis alors, quand vous lisez Mérieux, alors là aussi ça c'est du régal à l'état pur, parce qu'il reprend toutes les affirmations de Redeker, qu'il démonte les unes après les autres. C'est une vraie merveille. Et je me suis toujours dit qu'on devrait travailler comme ça avec les élèves. Alors évidemment, il y a le fameux tabou, pas de politique en classe, mais merde, on fait que ça de la politique. Enfin, c'est normal. Enfin, tout est politique. Vous croyez que c'est pas politique, là, tout ce que je vous raconte. C'est ultra politique. Et bien sûr qu'il faut faire de la politique en classe, non pas pour dire d'adhérer à un parti, quoique, mais ça ne peut être qu'une conclusion. Hein, ça ne peut être qu'une conclusion finale. Étant donné que, la seule solution, c'est d'aller de ce côté-là. Bon, mais bien sûr, il faut apprendre aux enfants à lire justement ces textes-là. Tous ces textes de gens qui débattent. Et puis en plus, je trouve que c'est un formidable, on peut se terminer là-dessus. Je trouve que c'est un formidable antidote contre la violence. L'argumentation, les mots, c'est par les mots qu'on évite de se battre avec les poings et avec autre chose. Et or, nous vivons à une époque où personne n'argumente, personne ne justifie ce qu'il dit, où les gens affirment et se battent, on en parlait dans la voiture avec SP, où les gens se battent opinion contre opinion. Moi je pense que, toi tu penses que, t'as tort, non c'est moi qui ai raison, toi, c'est ça. Mais c'est générateur de violence par excellence. On ne peut répondre à ça quand les gens sont comme ça, qui ne démontrent pas que par les coups de poing. On a envie de leur taper dessus, quoi. C'est automatiquement. Je crois que les déchaînements de violence viennent de ça. Et comme j'ai le chic pour aller chercher un peu midi à 14h, je dirais que la manière dont on fait les cours en classe est une forme de violence de ce type. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux élèves pendant très longtemps qu'il fallait croire le professeur sur parole. Il n'y a aucune raison, moi j'attends toujours, et il commence à le faire, que les élèves disent « Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ce que vous nous dites ?»
Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut que ce soit les élèves qui cherchent, qu'il faut que ce soit les élèves qui se posent les questions, comme disait Freinet, c'est pas le prof qui doit poser les questions, c'est les élèves. À ce moment-là, que l'enseignant arrive en apportant, disons, les arguments qui expliquent pourquoi il pense, lui, plutôt que, mais toujours d'ailleurs avec des modélisations et des hypothèses, que ça signifiait telle chose ou telle autre. Ça, c'est former l'esprit. Mais faire des cours en disant, allez, apprenez ça par cœur et on vous interrogera là-dessus, c'est une forme de violence. C'est une forme d'anti-intelligence que nous mettons en place et dont il faut que nous ayons conscience.